Donc j'ai fait une thèse en convention CIFRE, sous financement, donc aidé par la NRT, en entreprise. Donc c'est une thèse qui a été effectuée à l'entreprise ID Service, une entreprise qui est basée à Orsay. Donc le siège d'ID Service est à Orsay. Et donc cette thèse a été faite à l'université Paris Sud. Actuellement, je suis, donc après avoir passé ma thèse et une année supplémentaire à l'issue de ma thèse, passée dans l'entreprise, je suis maintenant maître de conférence à l'université Paris 10. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc dans cette présentation, je vais d'abord vous expliquer un peu principalement, je vous expliquerai la thèse dans son contexte. Donc comment ID Service et l'Université Paris Sud sont arrivés à une collaboration autour de cette thèse. Donc je vous expliquerai la problématique et pourquoi les mathématiques devaient intervenir pour traiter cette problématique. Ensuite, je vous parlerai rapidement d'un problème théorique qui est ressorti de ces travaux de thèse et donc qui a permis d'une manière de comprendre un peu mieux les problématiques sous-jacentes à la localisation intramuros d'un point de vue mathématique et qui ont débouché sur des algorithmes et en particulier sur un logiciel qui va justement permettre de traiter ce problème de localisation intramuros. Voilà. Donc, parlons tout d'abord du contexte. Alors je vais vous présenter rapidement la société ID Service, pourquoi elle s'est intéressée à ce problème. Donc ID Service est une entreprise qui est basée à Orsay, c'est une société d'ingénierie qui compte à peu près 2500 clients en France mais aussi en Europe. Les métiers principaux d'ID Service sont d'une part la mise en œuvre d'architecture Wi-Fi dans les entreprises. Donc qu'est-ce qu'une architecture Wi-Fi? Donc c'est le positionnement de points d'accès Wi-Fi de manière à couvrir de manière optimale l'environnement et avoir partout dans l'environnement une connexion Wi-Fi qui soit de qualité. Donc c'est un compromis, si vous voulez, entre l'emplacement des points d'accès, leur nombre, et tout ça conditionnellement donc à l'architecture interne du bâtiment. Voilà. Donc ça c'est le premier métier d'ID Service et le deuxième métier concerne la maintenance et le suivi de parcs informatiques autour du domaine lié à l'identification automatique. Alors qu'est-ce que l'identification automatique? C'est de pouvoir automatiquement suivre par exemple des objets qui sont référencés grâce à des codes à barres, des lecteurs RFID. Donc on retrouve ces problématiques dans le cas de la logistique, dans les entrepôts, où on va vouloir tracer des objets dans les entrepôts, savoir le parcours qu'ils font et optimiser un peu ce parcours dans le cadre de la chaîne logistique. Et donc ces deux métiers-là, ID Service, donc ici nous avons un échantillon de ces clients, donc pour avoir une idée de l'émergence de cette idée de travailler sur la géolocalisation intramuros. Donc on retrouve dans ces clients, je dirais principalement deux types de clients. Nous avons les industriels qui vont avoir des problématiques liées surtout à la logistique, dans les entrepôts, optimiser, donc je vous disais, la chaîne logistique, et des distributeurs, donc on voit ici Leclerc, Marché U, etc., donc qui ont aussi de telles problématiques donc, pour l'organisation du rayonnage dans les magasins par exemple. Voilà. Donc en discutant comme ça avec ces différents interlocuteurs, ID Service a réalisé que un besoin en localisation intramuros émergeait de ces différentes discussions avec ces différents clients. Donc la localisation intramuros, qu'est-ce que c'est? Donc vous connaissez certainement la localisation à l'extérieur des bâtiments, donc via le GPS notamment. Donc on s'en sert à peu près tous les jours, des fois même sans le savoir. Et donc pourquoi ici on voudrait migrer une telle technologie à l'intérieur des bâtiments et pourquoi ID Service et ses clients s'intéressent à une telle technologie? Donc on retrouve ici quelques domaines d'application de la localisation intramuros. Nous avons les centres commerciaux par exemple, les musées, les hôpitaux, les usines, les entrepôts, les aéroports, qui sont tous de grands environnements intramuros
et qui pourraient profiter d'une telle technologie pour des applications très diverses, telles que le guidage, le même guidage que l'on utilise à l'extérieur dans sa voiture pour se guider, hein. L'assistance, par exemple, aux travailleurs isolés. Donc, dans certains environnements professionnels, vous avez des travailleurs donc des personnes qui travaillent dans des conditions extrêmes et dont on aimerait, par exemple, pouvoir identifier la position afin qu'en cas de problème, on puisse intervenir le plus rapidement possible, mettre en œuvre des secours le plus rapidement possible. Donc, je vous en ai parlé. On peut trouver aussi des applications en logistique. Donc logistique, pourquoi? Parce qu'on va essayer d'optimiser la supply chain, la chaîne logistique dans les entrepôts et les usines, de manière, par exemple, à éviter des parcours trop longs de caristes, par exemple, qui serait une perte d'efficacité et donc une perte d'argent. Voilà. Et puis finalement, j'ai mentionné ici la sécurité. La sécurité, pourquoi? Donc dans encore des environnements tels que les entrepôts, vous aurez des objets qui vont avoir une grande valeur, et sur ces objets, vous aimeriez être capable de dire, lorsqu'ils quittent un certain périmètre de sécurité qui pourrait être équivalent à un certain vol, hein. Donc si jamais vous réalisez que cet objet va de grande valeur, un ordinateur portable par exemple, va quitter ce périmètre, ça peut signifier que quelqu'un est en train de le voler. Et donc de pouvoir localiser cet objet à tout moment permettrait de limiter ce qu'on appelle cette démarche inconnue dans les entrepôts, et qui représente parfois des centaines de milliers d'euros pour des entreprises. Voilà. Donc comment pouvoir localiser à l'intérieur des bâtiments? Donc à l'extérieur, je vous en ai parlé, nous connaissons tous le GPS. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas appliquer le même type de localisation à l'intérieur des bâtiments? Donc si on pouvait le faire, croyez-moi, on l'aurait fait depuis longtemps. Il y a beaucoup de demandeurs d'une telle technologie. Et la problématique avec ces signaux GPS qui nous arrivent tout droit de l'espace, c'est que ces signaux vont être réfléchis et absorbés par les matériaux qui constituent les murs et les toits de nos bâtiments. De telle sorte qu'à l'intérieur des bâtiments, vous l'avez sûrement remarqué vous-même, vous ne pouvez pas capter ces signaux, et donc vous ne pouvez pas vous localiser. Et de plus, la précision qu'elle nous offrirait n'est pas adaptée à celle que l'on attendrait à l'intérieur des bâtiments, où les échelles sont beaucoup plus petites qu'à l'extérieur. Alors, donc l'idée... Et donc là, je reviens sur les deux métiers d'ID Service. Ils ont identifié un besoin lié à leur interaction avec leurs clients. Et là, on revient sur le deuxième métier, c'est d'exploiter leur connaissance des réseaux Wi-Fi pour pouvoir permettre cette localisation à l'intérieur des bâtiments. Donc de supplanter, si vous voulez, les signaux GPS par des signaux Wi-Fi pour la localisation indoor. Et donc... Ça permettra notamment de localiser des appareils tels que les smartphones, qui sont tous en principe équipés de cartes Wi-Fi, des ordinateurs, ou même des simples puces Wi-Fi qui seront des cartes électroniques équipées d'une carte Wi-Fi comme tous les ordinateurs. Voilà. Et donc, une large gamme de produits pourrait être ainsi localisée en utilisant la technologie Wi-Fi. Donc comment ? Donc ici, je vous ai fait un petit schéma. Donc l'idée est la suivante. Vous avez votre environnement intramuros, donc votre bâtiment ici. Dans ce bâtiment sont disposés des points d'accès Wi-Fi. Donc je les ai appelés PA1, PA2, PA3 et PA4 ici. Et donc vous avez un mobile, donc un petit personnage ici, qui va être équipé d'un appareil permettant justement de communiquer en Wi-Fi. Et cet appareil va régulièrement mesurer les puissances des signaux Wi-Fi environnants. Donc régulièrement, à un instant discrétisé comme ça, ce mobile va générer un vecteur de mesure. Donc là, je vous l'ai noté en haut, la YT. Donc chaque composante représentera la puissance relative à un point d'accès en particulier. Donc là, je vous ai mis L points d'accès, correspondant ici à L égale 4. Voilà. Et donc tout l'enjeu ici va être de pouvoir, partant de ce vecteur de mesure à l'instant T, pouvoir construire un estimateur de la position qu'occupait le mobile lorsqu'il a effectué cette mesure. Donc cette position étant notée XT ici. Voilà. Donc comment peut-on
inverser, si vous voulez, ce problème. Et pourquoi ça pourrait être possible. Donc l'idée sous-jacente à la localisation Wi-Fi est la suivante. Vous avez plusieurs points d'accès, d'accord, qui vont être positionnés dans le bâtiment, et plus vous êtes proche d'un point d'accès, plus la puissance que vous allez relever relativement à ce point d'accès va être élevée. Et à contrario, plus vous en êtes éloigné, plus elle va être faible. Donc, si vous voulez, la puissance des signaux va ainsi refléter d'une certaine manière la position dans l'environnement, surtout si vous avez comme ça tout un vecteur de puissance relative à différents points d'accès. Donc par croisement, on pourrait penser qu'on peut retrouver la position grâce à ce vecteur de mesure. Voilà. Par contre, en intramuros, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc cette notion ici d'exploiter la puissance pour localiser, on l'a fait déjà dans la triangulation GSM, par exemple. Vous savez tous qu'on peut localiser grâce aux ondes de nos téléphones portables, notamment dans le cadre de la sécurité pour déclencher des secours. Et donc la localisation GSM va être basée un peu sur ce principe où on va dire que votre portable va avoir une certaine puissance par rapport à tel et tel relais, et donc de pouvoir localiser votre téléphone portable grâce à ces puissances. Cependant, à l'extérieur des bâtiments, il y a très peu d'obstacles. Donc une onde qui va partir d'un émetteur va voyager en ligne droite, approximativement, alors que dans un bâtiment, à l'intérieur des bâtiments, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc une onde Wi-Fi, c'est une onde électromagnétique, elle va être soumise à toutes les perturbations dont une onde électromagnétique peut subir, donc les réflexions, les diffractions, les absorptions, dès qu'elles vont rentrer en contact avec un objet, donc par exemple une cloison, ou même le mobilier, et même les personnes peuvent modifier la propagation des ondes Wi-Fi dans le bâtiment. De sorte que, ici on représente ce qu'on pourrait appeler une carte de propagation des ondes Wi-Fi. Donc vous avez un point d'accès qui est, on va dire, au milieu du rouge foncé, là-bas dans la salle. Et donc l'onde Wi-Fi qui va partir de ce point d'accès va taper contre chacun des obstacles dans l'environnement, se faire absorber, se faire réfléchir, réfracter, et de sorte que la puissance mesurée en chacun des points de l'espace, représentée ici par cette carte de couleur, donc vous avez la puissance ici sur l'échelle à droite, va fortement dépendre de l'architecture interne du bâtiment, de la position des cloisons, et ici ne sont pas représentés le mobilier, va aussi fortement dépendre du mobilier. Une armoire métallique, par exemple, va fortement perturber les ondes Wi-Fi. Tout ce qui est liquide aussi perturbe fortement les ondes Wi-Fi. Et donc pour pouvoir, après, connaissant la puissance, revenir à la position, il va être important d'avoir une bonne idée de ces cartes de propagation Wi-Fi, pour pouvoir dire la puissance pour ce point d'accès est forte, donc on se trouve à peu près là où les taches sont rouges ici, dans l'environnement. Et donc vous avez comme ça des cartes de propagation propres à chacun des points d'accès Wi-Fi présents dans l'environnement. Et donc tout l'enjeu ici, pour pouvoir localiser de manière précise, et de pouvoir construire ces cartes Wi-Fi. Et donc ID Service, quand il s'est attaqué à ce problème, a réalisé cette problématique. Il a aussi noté que si vous restez à un point de l'espace fixe, même si vous êtes proche du point d'accès, la puissance varie fortement. Il suffit que quelqu'un passe entre vous et le point d'accès pour que la puissance chute, et même qu'elle fluctue de manière complètement désordonnée et inexpliquée. Donc il y a cette double problématique, et ID Service a réalisé que des compétences mathématiques seraient bienvenues pour traiter ce problème. Donc après avoir travaillé, fait des premiers algorithmes dessus, ID Service prend contact avec le laboratoire de mathématiques d'Orsay afin de chercher un peu d'aide, limite. D'accord ? Le laboratoire et ID Service ont ensuite travaillé pour identifier le domaine mathématique concerné par le problème. Donc ils ont travaillé comme ça avec plusieurs domaines des mathématiques et savoir quel est le domaine qui va être le plus à même de traiter ce problème de localisation. Donc le domaine qui a été identifié a été celui des statistiques. Voilà. Et donc ça a été le début d'un partenariat entre ID Service et le laboratoire de mathématiques d'Orsay, qui a été concrétisé dans un premier temps par un stage de Master 2
Donc stage de master de 6 mois qui a été encadré par Elisabeth Gassia. Et donc moi étant à ce moment-là étudiant en master 2 à l'université d'Orsay, j'ai postulé à ce stage et ID Services a bien voulu me prendre pour ce stage. Donc pendant la durée de ce stage, nous avons, Elisabeth, moi-même et puis Loïc Guimard, ainsi que d'autres personnes travaillant sur le sujet à l'intérieur de l'entreprise, des ingénieurs, des informaticiens, nous avons commencé à débroussailler d'une certaine manière ce problème, essayer de comprendre ce qu'il en retournait. Et donc dans la continuité de ces travaux de stage, une thèse CIFRE a été lancée pour une durée de 3 ans. Donc une thèse qui a été donc encadré du côté de l'entreprise par Loïc Guillemard, qui est le PDG d'ID Services, et du côté universitaire, donc à l'université Paris-Sud, ma directrice de thèse était Elisabeth Gassia. Voilà. Donc la répartition de mon temps de travail pendant donc là je rentre un peu dans les côtés un peu techniques, l'organisation d'une thèse CIFRE comme ça. Donc la semaine type, on va dire, parce que ça variait énormément d'une semaine à l'autre, était grosso modo répartie comme suit. Donc 60% de mon temps, je le passais au laboratoire de mathématiques d'Orsay, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Et donc ce temps était partagé donc en grosse partie par la recherche, et puis j'effectuais en parallèle une mission d'enseignement à l'université à raison de à peu près 2 heures par semaine, et donc je passais à peu près 60% de mon temps là-bas. Et donc bien sûr la recherche que j'effectuais là-bas était liée à mon sujet de recherche en entreprise, et donc les 40% du temps que je passais à l'entreprise consistaient à faire la même recherche, si vous voulez, mais dans un cadre différent, et donc avec des interlocuteurs différents. Et ça, j'en parlerai dans les slides suivants. Voilà. Donc toutes les semaines, nous nous réunissions, donc d'une part, ma directrice de thèse, Elisabeth Gassia, et moi-même, pour voir un peu l'avancée, décider des techniques à mettre en œuvre pour résoudre ce problème. Et d'autre part, entre Loïc Guimard et moi-même, pour la partie un peu plus implémentationnelle, où justement l'objectif in fine est de construire un système de localisation, un système informatique qui permette de faire ce problème. Voilà. Et tous les ans, nous nous réunissions à 3 afin de faire le point sur les avancées, de décider de la marche à suivre pour l'année suivante. Et donc ces réunions annuelles permettaient aussi d'avoir une conversation entre d'une part l'université et d'autre part l'entreprise. Donc il faut savoir que c'était tout nouveau pour l'entreprise de faire cette thèse CIFRE, et donc parfois pas évident de comprendre un peu ce monde académique et les contraintes qu'une thèse peut avoir. Et donc le fait d'avoir ces réunions annuelles permettait d'expliquer les démarches, d'expliquer aussi pourquoi on travaillait dans tel et tel domaine mathématique, parce que les mathématiques, ça peut paraître très technique pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, et le fait de pouvoir avoir d'autres interlocuteurs qui rentrent sur le sujet, donc en particulier ma directrice de thèse, permet d'expliquer la démarche mathématique et d'expliquer pourquoi elle est en lien avec le sujet final. Donc je vais discuter maintenant de la particularité. Alors j'ai mis d'une thèse en entreprise, alors je ne prétends pas être représentatif de toutes les thèses en entreprise, mais donc c'est bien sûr selon mon expérience personnelle. Donc une thèse en entreprise m'a permis d'une part de faire mes débuts dans le monde de la recherche. Donc ça c'est comme toutes les thèses, c'est les premiers pas dans le monde de la recherche. Donc j'ai pu pendant ces 3 ans d'une part rédiger des articles scientifiques. Donc au début ce n'est pas évident puisque c'est quelque chose qui est assez particulier, donc il faut pouvoir prendre le pli, et donc Elisabeth Gassia m'a donc formé à cet exercice. Ça permet aussi de faire des présentations, des séminaires, des colloques, donc de présenter ses travaux, et pendant ces présentations ça permet aussi
modestement de pouvoir apporter mon expérience d'un sujet très appliqué en entreprise au monde académique. Et j'ai trouvé nos échanges avec les scientifiques très intéressants et les scientifiques très intéressés par ces problématiques très appliquées qui permettent d'avoir une vision un peu des applications des outils mathématiques que l'on met en œuvre. Alors je ne prétends pas que les gens font des mathématiques sans savoir à quoi ils servent, bien sûr ils savent à quoi ils servent, mais de les voir se concrétiser, souvent les personnes étaient très friands de ces échanges. Et aussi de mettre en place des collaborations avec d'autres scientifiques. Donc bien qu'une thèse en entreprise ait pour but souvent de répondre à des besoins d'entreprise, j'ai comme sentiment que une thèse, les mathématiques ne peuvent pas vraiment se faire tout seul. Il faut des collaborations, il faut pouvoir parler et échanger avec d'autres scientifiques qui travaillent sur d'autres domaines. J'ai eu l'occasion de parler à des géomètres, des topologues sur mes sujets qui m'ont apporté leur expérience, et aussi de faire des collaborations, donc en particulier avec Sylvain Lecorf qui est dans la salle, et donc de pouvoir comme ça travailler sur des sujets qui sont annexes, complémentaires de ce sur quoi j'ai travaillé. Voilà. Et donc d'autre part, cette thèse en entreprise m'a permis aussi de m'ouvrir à des domaines divers. Donc en particulier, j'ai pu voir un peu ce qu'était la recherche et développement au sein d'une entreprise. En tout cas, au sein de l'entreprise ID Services. En particulier, j'ai pu découvrir l'informatique pour l'entreprise, appris aussi à programmer. J'ai pu aussi échanger énormément, et cette fois-ci avec des personnes de profils très différents, donc à savoir échanger avec des informaticiens, des ingénieurs, des commerciaux, puisque il y avait aussi des commerciaux au sein du projet, qui permettaient aussi de communiquer au-delà d'ID Services notre intention de travailler sur le sujet, et en particulier de parler avec des industriels qui seraient intéressés par cette technologie, et de comprendre au mieux leurs besoins et pourquoi ils en avaient besoin, sous quelle forme ils souhaitaient avoir de la localisation. Donc tous ces échanges ont été pour moi très enrichissants, et c'est vraiment la particularité de cette thèse en entreprise, c'est cette ouverture vraiment à des gens de profils très différents qui m'a vraiment intéressé. Voilà. Et finalement, ça m'a aussi permis de travailler sur des aspects de propriété industrielle. Donc, dans le cadre de la thèse, nous avons développé, nous avons mis en place un brevet, déposé un brevet. Donc, j'ai participé à sa rédaction en collaboration avec un cabinet de conseil en propriété intellectuelle. Et donc, c'est un autre aspect, si vous voulez, de la recherche, qui est la protection des avancées, qui pour moi était encore une fois très intéressant et assez propre au monde de l'entreprise. Voilà. Et donc finalement, ça permet aussi de joindre les deux, de pouvoir développer et utiliser des résultats mathématiques pour un projet industriel, et donc de voir un peu, de se concrétiser toutes ces notions que j'ai apprises au fil de mes études. Donc vous en avez parlé, j'ai passé beaucoup de temps à l'université d'Orsay, et donc où j'ai appris des mathématiques pures, en sachant que c'était utile, et cette thèse m'a permis de voir que c'était utile en pratique. Les mathématiques sont très utiles, je vous l'assure. Donc pour conclure un peu le déroulement de cette thèse, ça m'a permis de rédiger 3 articles, donc 2 théoriques et un appliqué, un article de conférence aussi. Ceci pour vous dire que bien que cette thèse soit été faite en entreprise, on peut continuer à faire des vraies maths, même des maths plutôt théoriques, et donc on ne perd pas cet aspect mathématique en faisant une thèse en entreprise. Ça m'a permis aussi donc de déposer un brevet, je vous en ai parlé, et aussi de travailler sur la conception d'un logiciel. Donc là, en plus de cet aspect mathématique pur que l'on pourrait retrouver dans d'autres thèses plus académiques, là il y a cet aspect très appliqué jusqu'à la conception d'un logiciel qui m'a permis de découvrir ce domaine. Voilà. Et puis finalement, bien sûr, ça m'a amené à une thèse. Voilà. Donc je vais vous parler très rapidement des travaux théoriques, donc un en particulier. Donc c'est un travail sur un problème inverse.
Donc je vous parlais tout à l'heure du modèle, hein, parce que quand on parle sur un problème appliqué comme ça, faut modéliser le problème. Donc là, le modèle est d'apparence très simple. Donc, on a parlé tout à l'heure de vecteur de mesure Y, donc c'est ce vecteur que vous voyez là, hein, de la position X à la k-ième mesure, donc xk. Et donc le modèle est le suivant, c'est qu'on va dire qu'yk, ça va être une fonction que l'on note ici, f étoile, prise en xk. Donc cette fonction f étoile représentant justement ces cartes de propagation des ondes dans les bâtiments. D'accord ? Donc à tout point de l'espace, on va associer une puissance moyenne relative à chacun des points d'accès. D'accord ? Et donc c'est ça, cette fonction f étoile, si on revient à notre sujet de la localisation intramuros. Et bien à cette f étoile de xk, cette propagation moyenne, cette valeur moyenne, s'ajoute un bruit de mesure, donc là, epsilon k, d'accord, donc le bruit à l'instant k. Et donc, si l'on souhaite localiser ici, hein, on reçoit les mesures, il faut pouvoir inverser cette formule, hein, partant des y, pouvoir revenir au x. Hein, et ça, pour pouvoir faire ça, il va falloir construire un estimateur de cette fonction f étoile pour avoir une chance de pouvoir l'inverser, cette formule. Voilà. Donc, alors ce problème s'apparente vraiment à un modèle de régression classique. Alors un modèle de régression, vous en avez sûrement entendu parler, même ceux qui ne sont pas mathématiciens. Hein. Donc vous avez un nuage de points comme ça, hein, et puis vous essayez de faire passer par exemple une droite au milieu de ce nuage de points. Hein. Ici, la particularité de ce modèle, c'est que ce nuage de points qui a une abscisse et une ordonnée, hein, ici les abscisses ne sont pas observées. On a uniquement accès aux ordonnées et on veut tout de même pouvoir construire notre fonction f étoile pour pouvoir avoir notre estimation de la position à l'instant k. Donc voilà, bon, ça c'est un exemple simplement. Hein. Donc ici vous avez une fonction f étoile qui va être cosinus et sinus, donc deux coordonnées. Hein. Et en fait les y, ce que l'on observe sur les y, c'est cette information bruitée du cercle. Donc le cercle ici c'est f étoile de 0 de pi, hein, donc le cercle, et qui est bruité par ce bruit de mesure. Hein. Et donc les travaux que nous avons mis en œuvre avec mes co-auteurs, c'est de pouvoir reconstruire ce cercle à l'aide uniquement de ces informations bruitées. Hein. Et donc ici, hein, donc là c'est simplement un exemple simplifié par rapport à l'exemple de la localisation intramuros, nous a permis après de travailler sur des algorithmes qu'on a pu après implémenter dans un système pour répondre à la localisation intramuros. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc là, bon, je vous ai dit, hein, je vous ai déjà vendu la mèche, donc le but ici, ça va être d'estimer cette fonction, hein, pour pouvoir localiser, estimer dans le cadre de la localisation ces cartes de propagation. Voilà. Voilà, donc là c'est un exemple de ce que l'on arrive à faire grâce à nos modèles, et grâce à nos développements, donc construire des estimateurs ici de ce cercle. Alors, en bleu ici c'est notre estimateur, donc on arrive très bien à coller à la courbe, à l'objectif si vous voulez, à la courbe rouge, au cercle rouge, grâce à notre estimation. Voilà. Voilà, et donc là maintenant je vais vous parler du système de localisation Hall. Tout d'abord je vais vous parler de l'aspect un peu technique, un peu informatique, et puis après je vous parlerai rapidement de l'utilisation de ces techniques de développement mathématique dans ce serveur de localisation que vous voyez là. Donc le système que nous avons mis en place à ID Service est le suivant. Hein. Donc on veut localiser des personnes sur des cartes. 5 minutes, c'est ça ? Pardon. Donc je me dépêche. Donc on veut localiser des personnes sur des cartes. Donc vous avez ici le réseau Wi-Fi qui est symbolisé par le nuage ici. Et donc un personnage va se déplacer sur une ou plusieurs cartes et va envoyer les mesures de puissance à un serveur via le réseau Wi-Fi. Ce serveur de localisation qui a été baptisé Hall comme hibou, hein, parce que le hibou va pouvoir voir dans le noir, donc ici, pouvoir voir dans le brouillard Wi-Fi, va localiser cette mesure, d'accord, et l'enregistrer, ou l'envoyer. D'accord ? Et donc cette boîte noire ensuite va pouvoir être consultée par une application client, une ou plusieurs, qui va pouvoir ensuite
interroger ce serveur et demander les positions afin de les interpréter. Donc les interpréter, ça va être les afficher sur une carte, ou ça va être construire des statistiques de déplacement, par exemple, sur les mobiles, des flux de déplacement dans des entrepôts ou des magasins, ou développer des systèmes d'alerte, de franchissement de zones, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un système qui est séparé, qui fonctionne en ce moment sur réseau local, aux dernières nouvelles, et qui pourrait fonctionner en mode cloud, où vous auriez un serveur externalisé. Voilà. Donc le serveur est capable de localiser sur plusieurs cartes à la fois, plusieurs mobiles à la fois. Voilà. Donc le principe est le suivant, le mobile va envoyer au serveur la mesure à localiser, la mesure va être comparée à ces cartes de propagation, ce que j'avais appelé F étoile tout à l'heure. On va construire ainsi des estimateurs de la position. Et la particularité de ce serveur, c'est que cette mesure va aussi servir à mettre à jour ces cartes de propagation. Donc le système fonctionne comme ça en boucle, où la mesure va avoir une double fonctionnalité qui va être d'une part de localiser le mobile, mais aussi d'améliorer les performances du système en améliorant notre estimation des cartes de propagation. Alors là, je vous ai symbolisé ici à droite ces cartes de propagation, une par point d'accès. Voilà. Et donc ceci a pour effet d'améliorer au fil du temps la précision de la localisation. Donc vous commencez avec des estimateurs initiaux de vos cartes de propagation, ce qui vous fournit une précision initiale. Donc si vous n'êtes pas trop loin de la vérité, plutôt bonne. Donc là on a une unité 25 cm, donc au début on est à 5 mètres à peu près en moyenne. D'accord ? Et puis au fur et à mesure que le mobile ou les mobiles envoient des mesures, vous allez mettre à jour vos cartes de propagation et améliorer ainsi les performances du système. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le crowdsourcing, donc c'est l'information, la source vient de la foule qui va alimenter la base de données pour pouvoir localiser. Voilà. Et donc la particularité ici de ce système par rapport aux existants, c'est que les existants, à ma connaissance, le plus souvent, vont nécessiter une campagne de mesure pour pouvoir faire cette régression préalable qui est contraignante en pratique, qu'il faut réinitialiser régulièrement en cas de modification de l'environnement, alors qu'ici nous sommes dans un système qui est autonome et qui fonctionne de lui-même sans mise en place lourde au début. Voilà. Je vous remercie, et puis je voulais aussi en profiter pour remercier ma directrice de thèse et puis Loïc Guimard pour leur patience notamment. Voilà. Merci.